Bonsoir, merci d'être venu ce soir. Nous sommes ici pour la dernière rencontre du cycle Tisser, penser, créer. Et pour cela, nous avons comme invitée Eva Barois de Cavel, conservatrice au Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, qui va nous parler ce soir de l'art contemporain et du textile, trame et relations. Merci d'être avec nous ce soir, Eva, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez aussi retrouver à l'entrée de la bibliothèque une valorisation, quelques ouvrages autour de cette thématique que nous vous invitons à aller voir. Et aussi, nous avons rédigé un article avec des collègues bibliothécaires dans le magazine Balise, qui est le magazine de la BPI. Je vais laisser maintenant la parole à Eva, qui va vous parler pendant 1 heure, et après, vous pourrez lui poser quelques questions. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Alors, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Pour celles et ceux qui sont là, qui travaillent, voilà, j'espère que je ferai un bruit blanc un peu agréable dans les révisions et travaux de chacun et chacune. Et pour celles et ceux qui sont venus spécialement, vraiment un grand merci. Je suis ravie d'être ici en tant que collègue, puisque je travaille donc moi aussi au Centre Pompidou, qui est cette grande entité avec des cellules multiples qui aujourd'hui sont un petit peu dispersées dans la ville. Mais malgré cela, on reste en lien et en relation. Et donc, je suis ravie d'avoir pu travailler avec mes collègues sur cette thématique qui vient s'insérer dans un long cycle de travail ici, ou qui a été aussi bien des moments de conférences que des moments d'ateliers pratiques, que des mises en valeur comme ça d'ouvrages. Et vous allez voir, je reviendrai sur certains de ces ouvrages. J'essaierai moi aussi de vous parler d'un certain nombre de livres que vous pouvez retrouver ici sur cette thématique, art contemporain et textile. Alors, un petit mot sur mon travail, ce que je fais, et ce qui justifie aussi qu'aujourd'hui j'ai la légitimité de vous parler sur ce sujet. Alors, conservatrice au Centre Pompidou, ça veut dire donc au musée, qui est donc un musée d'art moderne et contemporain, avec aujourd'hui une collection qui est la 3e plus grosse collection mondiale, et qui est surtout le Centre Pompidou, le plus grand prêteur mondial. On prête 8000 œuvres par an qui circulent dans le monde entier, dans toute la France. Ça, les gens ne le savent pas toujours. Et c'est important puisqu'on a des œuvres comme ça qu'on fait vivre et qu'on prête. Donc, je travaille alors, au Centre Pompidou, vous avez une double, si vous voulez, classification des œuvres et de qui s'en occupe. D'une part, une classification chronologique. Vous avez des œuvres modernes, contemporaines et dites contemporaines et prospectives. Et vous avez des divisions par médium. Un cabinet de la photographie, un cabinet du dessin, l'architecture. Voilà. Alors moi, je travaille dans un service qui s'appelle la création contemporaine et prospective. Concrètement, on s'occupe des œuvres d'artistes nés à partir de 1961 pour les arts plastiques. On a parfois des œuvres en garde partagée avec les collègues du cinéma, des nouveaux médias, mais voilà, on s'occupe plutôt des arts plastiques. Et j'ai donc la responsabilité d'un certain nombre d'œuvres textiles, d'artistes nés à partir de 1961, mais je vais vous parler d'artistes un peu plus anciens. On va faire des petites incursions historiques pour essayer de comprendre aujourd'hui dans un paysage de l'art contemporain mondialisé, même si je vais aussi parler particulièrement depuis une scène parisienne et française, ce que peut être cet art textile, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça recouvre, de quel médium on parle, de quels enjeux on parle, et pourquoi peut-être aussi il y a aujourd'hui un intérêt, une valorisation particulière de cet art textile, qui est en tout cas un ressenti qu'on a, ne serait-ce que dans un paysage des expositions à Paris, qui est aussi un sujet dont on avait discuté. Donc je suis aussi partie un petit peu de ce paysage. Voilà. Alors, j'avais commencé là, en vous remettre les choses un petit peu à l'écrit, dire qu'effectivement, il y a un ressenti aujourd'hui d'un certain nombre d'expositions dans les institutions et les musées parisiens autour de cette thématique textile. J'ai volontairement listé broderie, tissage, tapisserie, sérigraphie, impression sur textile, récupération et assemblage textile. En fait, quand on parle d'art textile, c'est vraiment des techniques extrêmement variées, et puis aussi des techniques aujourd'hui qui sont en train de s'inventer. Ce que veut dire tisser depuis la tapisserie du médiéval et même encore plus ancienne que ça. On parle vraiment d'un médium qui a une très 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 longue histoire, qui arrive jusqu'au contemporain, bien sûr en se renouvelant constamment. Aujourd'hui, vous avez de l'impression photographique sur textile, de l'inclusion dans le textile de nouveaux matériaux. C'est aussi un sujet qui occupe beaucoup le design, parfois en relation avec les artistes, qui occupe bien sûr le milieu du luxe, pas toujours, mais voilà, il y a tout ça qui vient interférer aussi dans ce qu'est cet art textile. Et vous verrez en fin de présentation, je vous montrerai aussi des pratiques alors un peu plus singulières qui existent en fait depuis longtemps, qui ont pu être perçues aussi comme de l'art brut ou ce qu'on appelle outsider art, c'est-à-dire des pratiques aussi qui se sont inventées dans des endroits qui ne sont pas l'institution, le musée ou les techniques
dites traditionnelles ou artisanales, où on va avoir des gestes, des rapports au textile qui utilisent des matériaux complètement inattendus, et notamment parfois des matériaux recyclés, etc. Je vous montrerai quelques exemples, puisque ça étend la définition de ce qu'est l'art textile. Après, vraiment, quand on pense art textile, on pense une texture, en fait. On pense quelque chose qui visuellement, voilà, là il y a quelque chose dans la définition d'assez évident à cet endroit-là, qui est cette texture aussi, cette souplesse qu'on va retrouver dans ces différents médiums. Alors je voulais commencer donc par vous montrer un petit peu différentes occurrences, différents exemples dans ce paysage pas que parisien récent, mais voilà, d'expositions qui ont un peu marqué et mis en avant l'art textile, et qui ont participé aussi à redéfinir, à reposer des questions d'histoire de l'art sur ce qu'on a appelé art textile. Alors, je commence avec cette exposition-là, Décorum. Vous avez sur la... J'espère que vous voyez assez bien, c'est quand même un petit peu petit, mais voilà, vous avez les dates et puis le lieu. Donc, c'était au Musée d'Art Moderne à Paris. Décorum, c'était une exposition donc assez récente, vous voyez, 2013-2014, qui avait justement l'intérêt de s'ancrer dans un parcours, dans une traversée historique qui va être celle que je vais aussi un petit peu vous refaire, hein, de comprendre comment la tapisserie, depuis certains mouvements de la modernité artistique, donc quand je dis modernité artistique, c'est 19e, du 20e, vont réfléchir à ce que veut dire l'art textile, au lien entre art et artisanat, à l'histoire très très ancienne justement de ces médiums, pourquoi ils devraient être perçus comme des médiums nobles, réfléchir aussi à cette hiérarchie entre les médiums, c'est-à-dire pourquoi c'est aujourd'hui plutôt la peinture ou la sculpture qui entre au musée et moins la pratique textile. Voilà, d'où viennent ces classifications, d'où viennent ces hiérarchies, ce type de questions-là. Et c'était une exposition qui montrait bien que beaucoup des artistes modernes, alors des noms très connus, Fernand Léger, Pablo Picasso, se sont essayés aussi à la tapisserie, que ça a été aussi un médium très présent dans ce qu'on appelle la modernité, et puis qu'aujourd'hui, dans l'art contemporain, c'est aussi un médium très présent. D'ailleurs, l'œuvre que vous avez qui illustrait l'affiche, c'est une œuvre d'une artiste qui s'appelle Caroline Achintre. On en a une aussi dans les collections du Centre Pompidou dont je m'occupe. C'est une artiste, je vais vous en reparler, je vous montrerai l'œuvre qu'on a dans les collections du Centre, qui, elle, est allée vers le textile parce qu'elle s'intéresse notamment au vernaculaire, notamment à des pratiques, par exemple, carnavalesques qu'on trouve dans les régions, dans le sud de la France, près de Marseille. Vous avez une très belle collection au MUSEM, au musée de Marseille, qui montre un certain nombre de costumes comme ça, par exemple, qui sont des costumes de carnaval. Et Caroline Achintre, c'est vraiment une artiste, aujourd'hui, donc contemporaine, qui, au départ, a fait une école des beaux-arts, etc., mais qui s'est intéressé à ces pratiques vernaculaires et qui s'est dit précisément, moi j'ai envie d'aller voir dans ces pratiques qui ne se sont peut-être pas donné le nom d'œuvres d'art, ce qu'il y a justement amené dans le champ de l'art contemporain. Donc c'était aussi un choix pour cette affiche. Et c'est une exposition bien sûr qui faisait aussi le récit, et ça on va beaucoup en parler ce soir, de la manière dont l'art textile a pu être, si vous voulez, politisé, ou représenter des partis pris dans le champ de l'art. Alors il y a par exemple tout un champ, notamment je vais en parler après, de ce qu'on va appeler le fiber art, qui sont des femmes qui revendiquent de travailler la fibre, la matière textile, parce que ce serait, alors certes peut-être un matériau dit féminin, qui vient plutôt de l'univers domestique, qui vient plutôt au départ du tricot, de la couture, de gestes soit féminins et domestiques et ou domestiques, mais qui finalement justement sont aussi des matériaux qu'on a à disposition, qu'on a chez soi, et que cette humilité-là, elle est importante. Elle est au contraire à mettre en valeur et à réintégrer dans la dite grande histoire de l'art. Et donc, l'art textile devient à cet endroit-là, par exemple, lieu de revendication féministe, ou en tout cas féminine. Donc, il y avait tous ces enjeux-là aussi dans cette exposition dédiée à l'art textile. Alors, je mentionne une autre exposition qui, elle, ne s'est pas tenue en France et à Paris, mais récente également. C'était en 2024-2025, et c'était au Canada, au Musée des Beaux-Arts du Canada, qui est à Ottawa. Je vous ai mis le catalogue, qui est un très beau catalogue, qui était une exposition qui, si vous voulez, dans son cadre général, avait un petit peu exactement les mêmes enjeux que l'exposition parisienne que je vous ai mentionnée, mais venait s'ajouter
poser une réflexion très importante, très intéressante, qui va être aussi quelque chose dont je vais pas mal vous parler ce soir, qui est la question, parce qu'on est au Canada, des artistes dits autochtones. Et donc, de la présence aussi du textile dans des pratiques qui, justement, ont en fait, dans des pratiques au sein desquelles la définition même de ce qu'est l'art, ce qu'est une pièce artistique, ce qu'est un geste artistique, n'est peut-être pas la même que dans un contexte complètement occidental, dans une pensée occidentale, dans des sociétés capitalistes avancées, etc. C'est justement comme un chemin parallèle avec pourtant des populations qui peuvent être proches géographiquement, où ce qu'est une œuvre d'art n'est pas la même chose. Et ça, c'est une réflexion vraiment intéressante que la mondialisation, ce qu'on appelle la mondialisation de l'art, c'est-à-dire le moment où en effet des œuvres d'art venues d'absolument tous les continents ont circulé dans les galeries, se sont vendues sur les marchés mondiaux, ça a amené d'autres enjeux. Alors, certes, beaucoup d'artistes ont finalement opéré avec les mêmes codes que ce qu'était l'art dit dominant, donc ils ont fait de la peinture, voilà, ils ont fait des objets qui étaient vendus sur un marché global, mais aussi ça a amené beaucoup de nouvelles questions avec beaucoup d'artistes qui avaient envie d'aller travailler des pratiques dans des géographies, dans des contextes culturels où justement cette frontière entre art et artisanat n'a jamais été aussi claire ou juste n'est pas pertinente. Voilà, donc ça c'est des enjeux que cette exposition posait avec cette histoire très spécifique au Canada d'avoir ces présences autochtones et ces pratiques autochtones qui sont vraiment présentes dans la société canadienne. Je fais une petite incursion historique déjà, mais assez récente. Je vais remonter encore un peu plus loin dans l'histoire. Donc là, vous voyez, on est sur une photographie en noir et blanc dans un lieu que vous reconnaissez peut-être, qui est le Museum of Modern Art, le MoMA de New York. Et ça, c'est une exposition de 1969 qui, dans l'histoire de l'art, en tout cas telle qu'on l'écrit ici, est perçue comme la première exposition justement officielle d'art textile. Parce que c'était une exposition qui, ça s'appelait Wall Hangings, donc le titre venait justement plutôt interroger qu'est-ce qui fait la particularité du textile. C'est quelque chose qu'on accroche, qu'on suspend, qui a cette souplesse. Et c'était la première exposition avec que de l'art textile dans une grande exposition au MoMA, qui est quand même un musée qui fait une forme d'autorité comme ça dans l'écriture de l'histoire occidentale, avec l'idée que finalement les œuvres textiles, l'art textile a été traversé autant que d'autres médiums par toutes les grandes questions de la modernité, c'est-à-dire des questions de couleurs, des questions de traits, des questions d'abstraction géométrique, des questions justement de dialogue entre des pratiques dites vernaculaires ou des pratiques issues d'autres cultures intégrées à une histoire de la modernité avec toute sa culture spécifique, et comment en fait le textile avait été traversé par tout ça, mais amené d'autres enjeux, ces questions de genre déjà, ces questions de hiérarchie des médiums et ces questions effectivement de dialogue peut-être entre des approches et de définitions de l'art issues, disons, de cultures différentes. Donc je vous montre une autre image de cette exposition parce que c'est assez intéressant. Vous allez voir, on retrouve des œuvres de beaucoup d'artistes qui depuis ont eu des grandes expositions monographiques dans nos musées occidentaux. On va reparler de certains et certaines sont aussi présents dans les ouvrages monographiques qui sont sur la table qui a été préparée ici. Donc là on reconnaît par exemple des œuvres de Sheila Hicks, une artiste dont je vais vous reparler. Et c'était une exposition, alors ça comme le font aussi beaucoup les musées occidentaux, qui essaient de définir, d'utiliser des termes et de créer en fait des terminologies pour nommer cet art qui justement se heurtait un petit peu à qu'est-ce qui rentre dans une catégorie, qu'est-ce qui ne rentre pas dans telle catégorie. Donc c'est là qu'est apparue notamment cette question du fiber art, donc art de la fibre, disons, qui revenait plutôt à la question de la matérialité du textile, à l'idée que qu'est-ce que ça veut dire la fibre, pourquoi travailler à partir de la fibre. Est-ce qu'en fait, une grande partie de l'histoire de l'art, si on revient aux origines de l'humanité, a été travaillée par le fil, parce que très tôt, il y a la question de tisser, de faire des choses en fil, de broder. C'est des gestes qui sont très anciens. Donc, est-ce que ça n'est pas aussi ancien presque que le geste d'apposer une empreinte? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire revenir à la fibre? Donc, ces questions-là. Aussi, une autre définition, un autre mot qui s'appelait la nouvelle tapisserie. Dire là aussi que la tapisserie, l'art de la tapisserie, ça a toujours été en tout cas, c'est un médium très ancien de représentation. Vous pensez au Moyen-Âge, mais voilà. Et ça, une chose intéressante qu'il faut savoir, qui a été aussi souvent mentionnée dans ces expositions, qui était qu'à un moment, dans ces questions de hiérarchie des médiums, si on pense Moyen-Âge, même Renaissance, les tapisseries, surtout qui étaient commandées à des artistes très célèbres, alors là on parle de la Renaissance, se vendaient bien plus cher que des tableaux. Là, une tapisserie avait plus de valeur parce que justement la matérialité de la tapisserie était finalement plus mise en valeur que celle d'un tableau. Donc voilà, c'est aussi une réflexion sur comment la hiérarchie a évolué.
Donc voilà un petit peu les questions pour cette exposition. Et surtout, fait majeur, c'était une exposition avec beaucoup d'artistes femmes. Là aussi, puisque bien sûr, on perçoit la problématique spécifique de pourquoi des artistes femmes peuvent avoir envie de s'engager dans ce médium-là, qu'est-ce qu'elles veulent revendiquer aussi avec ce médium. Et donc, c'était aussi ce que cette exposition de 69 mettait en valeur. Voilà, je vous présente une autre exposition encore que j'ai vu récemment pour un peu comme ça, encore une fois, vous situez ce paysage. C'est une exposition qui s'est terminée là au mois de mars et qui avait commencé en novembre. Alors qui était une proposition des collègues conservateurs là, assez intéressante, puisque l'idée c'était justement de faire dialoguer des tapisseries anciennes, historiques, tissées dans des ateliers bruxellois, suisses et français dans les années entre 1600 et 1700. Donc vraiment des objets historiques avec des tapisseries contemporaines d'artistes contemporains qui considèrent qu'ils ont les mêmes enjeux peut-être que ces tapisseries anciennes, historiques, dans la mesure où ils font de la tapisserie qui raconte des grands récits de société, qui s'attachent à des problématiques de société ou qui vient raconter des moments de l'histoire sociale, politique de leur pays. Donc vous avez voilà, le nom de ces artistes qui venaient de géographie assez différentes, ce qui était aussi intéressant. Et donc voilà, c'était un dialogue entre ces tapisseries anciennes et ces tapisseries donc extrêmement contemporaines qui avaient été produites pour l'exposition. Donc je trouve que c'était aussi un exemple assez intéressant et un peu singulier, avec justement un geste là un parti pris d'exposition un peu intéressant dans cette confrontation. Donc là, je vous ai présenté uniquement des expositions qu'on appelle collectives, c'est-à-dire avec à chaque fois plusieurs artistes pour justement tracer des parcours, des groupes, essayer de faire voilà, comme ça apparaître des mouvements, des thématiques communes ou au contraire raconter une histoire, traverser le temps. Là, je voulais vous parler aussi de deux expositions qui ont eu lieu récemment, qui a été des propositions monographiques, donc mises en valeur d'une artiste. J'ai choisi deux artistes femmes et deux expositions surtout que j'ai trouvées vraiment passionnantes et avec des œuvres absolument superbes et incroyables. Et vous avez aussi d'ailleurs les deux catalogues de ces expositions sur la table là, si vous voulez en voir plus ensuite. Ce que je vous conseille vivement de faire, là je vous ai mis l'affiche de l'exposition, ce qui vous donne aussi les éléments pour retrouver les choses, si ça vous intéresse. Donc ça c'était au musée Bourdelle, c'était une monographie d'une artiste donc, qui s'appelle Magdalena Abakanovic. C'est aussi une artiste dont on a des œuvres dans la collection du Centre Pompidou, qui sont vraiment des œuvres sublimes dans leur texture. Alors toutes ces œuvres textiles, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est souvent des œuvres qui ont une grande évidence formelle, qui ont un grand appel. Enfin c'est des œuvres qui, même quand elles ont un bagage derrière un récit de production qui est très conceptuel. Voilà, il y a cette question aussi d'œuvres qui ont une forme comme ça de lisibilité, de façon d'occuper l'espace et de capter le regard. Alors chez Magdalena Abakanovic, il y a aussi un grand travail de la couleur qu'on va retrouver chez beaucoup de ces artistes textiles qui est vraiment très important. Cette question aussi de teinter le textile, hein, qui fait partie du processus aussi de ces questions des rapports au textile. Donc pour vous donner un petit peu ces dates, pour vous la situer, elle est née en 1930 et elle est décédée en 2017. C'est une artiste polonaise. Elle a eu de grandes rétrospectives. Il y en avait eu à la Tate, voilà, mais là c'est vrai que c'est arrivé en France un peu, voilà, un moment qui était intéressant parce qu'on n'avait pas vu comme ça tout son corpus. Et je vous ai amené une citation que j'aimais bien d'elle. Voilà, elle dit: je considère la fibre comme le plus grand mystère de notre environnement. C'est à partir de la fibre que sont construits tous les organismes vivants, les tissus des plantes, des feuilles et de nous-mêmes. C'est une citation qui est intéressante sur ce mouvement dont je vous parlais, le fiber art. Donc encore une fois, mouvement qui est plutôt, en tout cas, comment les historiens de l'art travaillent à essayer de sentir aussi des tendances, des moments dans l'histoire de l'art et de les définir. Et cette question du fiber art, elle est assez bien incarnée par cette citation, où voilà, la question vraiment de ce qu'est en fait cette espèce d'entité zéro, fil, la formation du fil travaillée à partir de cette entité-là, est vraiment au cœur du sujet pour ces artistes. Donc c'est aussi une artiste, je vous remontre la vue, bon là on se rend pas
complètement compte de l'échelle, même si on voit qu'on est dans le lieu d'exposition, qui a fait des œuvres franchement monumentales en textile. Et pour la deuxième artiste que je vais vous présenter, c'est le cas aussi. Je trouvais intéressant aussi de vous montrer ça, parce que c'est vrai que même si on pense justement à la grande tapisserie historique, l'art textile, ça peut être des jeux d'échelle très différents. Donc vous allez voir, j'ai essayé de varier les échelles, mais c'est vrai qu'il est intéressant pour des femmes sculptrices de les voir aussi au travail sur des échelles monumentales. Et de savoir que ces gestuels existent. Alors c'est une artiste qui a brassé vraiment tous les sujets passionnants de son temps. Elle avait par ailleurs une vision sur des questions d'écologie, d'environnement, là aussi de féminisme, qui était extrêmement intéressante. Donc je vous invite vraiment aussi à vous plonger dans son travail si vous ne le connaissez pas. Et le titre de l'exposition, la trame de l'existence, était effectivement assez beau par rapport à ce qu'elle revendiquait du choix du textile précisément, comme la citation peut vous le faire sentir. Alors une autre artiste qui a eu une exposition monographique récemment, Olga de Amaral, donc une esthétique très très différente, dont vous voyez justement bien là les liens avec la modernité, mais ça je vais aussi y revenir sur ce vocabulaire formel, cette gestion de la couleur, cette question de la reprise du motif, de la forme géométrique. Voilà, elle vient vraiment de ce champ-là de l'art. C'est une artiste colombienne qui elle est née en 1932. Et qui commence plutôt par étudier l'architecture, quand Magdalena Bakanovic est quelqu'un qui commence aussi sa pratique dans des conditions plutôt de précarité, de difficulté, et ça se ressent d'ailleurs aussi en partie, je trouve, dans son esthétique. Là, voilà, c'est quelqu'un qui a une approche assez différente, qui travaille depuis un autre endroit dans son début de pratique, et notamment de se nourrir de ses études en architecture, et qui va faire ses œuvres qui se décollent aussi petit à petit du mur, qui deviennent des volumes complètement, tout est en textile, mais ça devient des volumes textiles où justement l'entité fil, ou qu'est-ce qu'on peut faire avec plusieurs fils, peut devenir justement un volume, des choses qu'on va retrouver après chez la X, chez beaucoup d'artistes qui investissent la sculpture par le textile aussi, qui est peut-être pas ce à quoi on pense tout de suite quand on pense aussi art textile, mais qui est tout un pan important, et elle aussi qui a été identifiée au fiber art, cependant, puisque on voit bien que son matériau 1 est bien cette fibre. Alors je vous ai pris aussi une citation d'Olga de Amaral, donc voilà, on voit qu'elle est un petit peu à un autre endroit. En construisant des surfaces, je crée des espaces de méditation, de contemplation et de réflexion. Chaque petit élément qui compose la surface est non seulement signifiant en soi, mais entre en résonance avec l'ensemble, tout comme l'ensemble entre profondément en résonance avec chacun des éléments qui le composent. Et cela dit, et même si vous voyez c'est une approche plutôt architecturale, physique, etc., je pense qu'elle dit finalement quelque chose d'assez proche de ce que dit Magdalena Bakamovic sur cette question de la cellule, de l'échelle 1, de ce que serait une entité à partir de laquelle construire et produire des structures. Est-ce que ça dit aussi notre composition humaine, de notre corps humain ? Et voilà, de comment on peut raisonner avec des œuvres d'art à partir de là. Alors, chose intéressante, pendant cette exposition qui avait lieu, alors vous l'avez vu, j'ai aussi essayé de panacher les types de lieux. Je vous ai surtout montré des institutions publiques parce que, évidemment, il faut faire la différence entre une institution publique et une institution privée. Mais là, quand même, dernier exemple, une fondation privée, pour dire qu'en tout cas, cette espèce de grand intérêt aussi pour l'art textile concerne tous les lieux aujourd'hui. Et d'ailleurs, à cet endroit-là, petit point quand même, dire qu'en effet, aussi le milieu du privé et le milieu du luxe, et je pense que c'est important de le dire aujourd'hui, a une très très grande appétence pour cette question de l'art textile, puisque bien sûr souvent ça vient croiser la mode, le design, etc. Et que pour des artistes, je pense parfois c'est un peu un guet-apens et que pour les institutions publiques qu'on défend, c'est aussi des choses dont il faut faire attention, mais en tout cas ça participe aussi de cette scène aujourd'hui très active autour de l'art textile. À ce sujet, une petite réflexion, j'ai travaillé récemment avec une artiste contemporaine qui est très approchée justement par le milieu du luxe comme ça, et qui me disait moi ça m'intéresse beaucoup de justement de leur répondre, de me refuser à ça, et de voir à quel point on est dans une sorte d'ambivalence dans nos sociétés capitalistes, où précisément ce qui relève du petit geste, de la difficulté, des petites mains, fait ensuite de l'exceptionnel, du prodige, mais qui ne profitera qu'à quelques-uns, et comment en fait je crois que ça va devenir le sujet de mon travail précisément. Voilà. Et j'ai entendu plusieurs artistes textiles me dire ça, donc je vous partage cette réflexion un peu qui vient dans ma présentation, mais qui me semble importante sur les enjeux aujourd'hui de cet art textile. Voilà. Mais
vous pouvez aller à la Fondation Cartier si le cœur vous en dit. Je ne fais pas de... Mais c'est mieux d'aller au Centre Pompidou. Alors, je m'engage dans un... Ah si, je voulais quand même dire une chose. Au moment de l'exposition à la Fondation Cartier, justement, ils avaient fait aussi, mais c'est le cas de toute l'exposition que je vous ai montrée, mais cela dit, le leur, parce qu'ils ont beaucoup de moyens, était assez intéressant. Ils avaient fait un gros colloque sur ces questions justement de l'art textile aujourd'hui. Donc vous pouvez regarder parce que tout est en ligne aussi. Il y a des intervenants quand même très intéressants. Ils avaient pris un axe justement très sur les questions décoloniales et sur, je vais y revenir, mais sur comment en tout cas l'art textile aujourd'hui était vraiment un moyen de justement déhiérarchiser des pratiques. Alors là, plus tellement sur des questions de type de médium ou de genre, mais sur des questions de... on va dire, différences culturelles, différences épistémologiques, comment de toute façon des pratiques artistiques dans d'autres sociétés, d'autres cultures ont toujours été vers des types de médiums sans faire cette distinction entre artisanat et art, etc. Donc il y avait, cela dit, du contenu intéressant dans ce colloque que vous pouvez retrouver en allant voir la page de l'exposition sur le site. Alors, je nous invite avec ces petits costumes de Sonia Delaunay à faire un petit moment plus historique, à revenir sur effectivement un peu ce paysage là, contemporain que j'ai essayé de vous planter, un petit peu comment on en est arrivé là, et puis ensuite je finirai sur des enjeux vraiment très aussi contemporains, puisqu'on va réavancer dans le temps. Alors ça, c'est des petits croquis préparatoires de Sonia Delaunay qui datent de 1928. Vous allez comprendre pourquoi. Alors je commence un petit peu avant avec un mouvement que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le mouvement Arts and Crafts, qui est un mouvement, comme son nom l'indique, plutôt qui s'épanouit au Royaume-Uni dans un contexte anglais. Donc Arts and Crafts, ça veut dire art et artisanat, très simplement. Voilà, je vous ai mis des petites dates. Alors aujourd'hui, c'est aussi le nom d'un mouvement qui définit un style, puisque voilà, ce qui a survécu comme objet matériel au mouvement donne son nom à style. Alors pourquoi je vous parle de ce mouvement ? Parce que ça va être un moment d'intense réflexion sur justement cette question de la hiérarchie des médiums, avec un ancrage politique, conceptuel dans cette réflexion qui est très très intéressant et qui vient encore nourrir aujourd'hui ce que peut être une pensée de l'art textile. Donc je vous montre un peu plus d'images et puis vous voyez un peu de quoi il s'agit si c'est vu que je vous montre. C'est un mouvement qui va naître donc, pendant la période victorienne avec deux personnes qui vont être importantes. Ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être un designer, William Morris, mais qui est vraiment un artiste passionnant, et puis un écrivain, John Ruskin. Donc c'est un moment où, si vous voulez, l'Empire britannique est un peu à son fait en termes d'impérialisme. Pardon. Faut que je rapproche le micro. Génère, est en train d'accumuler beaucoup de richesses dans ces colonies. Et surtout est engagé dans la révolution industrielle. Donc vous avez vraiment un paysage des villes qui est en train de changer. Voilà, beaucoup de sentiments justement que le pays accumule des richesses, mais les conditions de travail sont médiocres. C'est aussi un moment où vous avez tout un corps ouvrier qui vit justement un espèce de déclassement terrible. Voilà. Et donc ça va être un mouvement artistique qui se dit on a une grande responsabilité au niveau des arts de justement revenir à ce que sont des médiums qui existent, parce que la question des ouvrières, justement, du textile, de la couture, c'est une vraie question. Toutes ces questions sont présentes. Nous devrions faire un art utile et un art qui profite plus à tous et qui va pouvoir venir aussi s'insérer comme ça dans un peu ce qu'en France avait été pensé par certains écrivains penseurs de la commune, avec une expression que j'aime beaucoup qui est l'idée de luxe communal, qui est un peu le contraire du luxe d'aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt comment penser justement des choses qui sont bien produites avec justesse en fait, avec lucidité, et qui font qu'elles profitent à plus. Donc Arts and Crafts, c'est vraiment un mouvement comme ça. Il y avait une très belle exposition au musée d'Orsay qui date un peu, c'était en 2011-2012. J'ai adoré cette exposition, je suis allée la voir plusieurs fois, c'était magnifique, et il y avait justement beaucoup d'œuvres textiles, beaucoup de tissus d'ameublement, mais des tissus d'ameublement qui sont faits par des peintres, en fait, qui sont dessinés par des peintres qui décident de ne pas se poser la question de cette différence. Et Arts and Crafts avait rédigé beaucoup de choses, des manifestes, et notamment 3 principes que j'aimerais vous lire, qui étaient: un artisan ne peut être heureux que s'il participe à chaque étape de la réalisation de son produit, du dessin aux finitions, ce qui est normalement le privilège des artistes, justement.
Pour réaliser une belle œuvre, il faut travailler dans un environnement sain et agréable. L'art n'a pas vocation à être admiré, il doit se retrouver partout, même dans les objets fonctionnels du quotidien. Bon, ce qui est vraiment aussi une sorte de pré-pensée du design, de toutes les utopies design ensuite. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce que ça peut nous éloigner un tout petit peu du sujet, mais dire que c'est quand même un mouvement qui va vraiment ensuite nourrir d'autres mouvements dont je voulais parler ensuite, notamment le Bauhaus, mais vraiment poser cette question de peut-être en fait cette distinction de toute façon entre textile, design, ébénisterie et tout n'est pas valable et qui vient mettre l'art textile un petit peu à un endroit différent. Et je vous mets quand même du coup cette belle affiche d'exposition qui avait eu lieu à la piscine à Roubaix, qui a un très beau musée aussi consacré à William Morris, qui était magnifique, où ils avaient aussi fait une scénographie justement un petit peu où ils avaient modélisé, extrait des parties des motifs qu'ils avaient mis en relief, ça, on voyait bien comment vraiment William Morris, et je vous ai mis cette très belle photo de William Morris, était c'est précisément quelqu'un qui, entre design, peintre, est-ce qu'il était dessinateur textile, a un peu explosé ses frontières de façon assez passionnante, et c'est quelque chose que des artistes aujourd'hui revendiquent aussi, cet héritage. Si vous avez des questions à ce sujet, on en reparlera. Je saute dans le temps à un autre mouvement, mais qui est justement un mouvement assez nourri aussi déjà de Arts and Crafts, qui est le Bauhaus. Alors, Bau, ça veut dire bâtiment, bâtiment, et Haus, ça veut dire maison. Donc, en fait, c'était la maison de la construction, l'endroit où on va penser la construction. Mais en fait, ce nom est devenu le nom d'un mouvement, le nom d'une école, le nom d'une école qui est devenu le nom d'un mouvement, qui a vraiment, là en plus, été, pour des raisons assez malheureuses, qui est que beaucoup de ses membres ont dû émigrer en raison de la guerre, mais qui du coup c'est vraiment déporté à l'échelle mondiale, vers l'Amérique latine, vers l'Amérique du Nord. Donc la pensée du Bauhaus, elle a vraiment aussi nourri la modernité artistique dans différentes géographies. Alors, c'est un mouvement qui est très intéressant pour nous aujourd'hui sur la question de l'art textile. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, donc, physiquement, ce Bauhaus, c'est aussi un lieu il aura plusieurs lieux, mais bon. Donc, c'est un mouvement qui naît en Allemagne, au moment de la République de Weimar, créé par un peintre, architecte et décorateur Henri van de Velde et par un designer Walter Gropius. Et ce sont deux personnes qui souhaitent réunir justement la question des arts décoratifs et des beaux-arts dans un même lieu et considérer que justement arts décoratifs et beaux-arts ne devraient pas être aussi séparés. Pardon, je fais bouger. Je parle beaucoup avec les mains, donc le micro, c'est... Voilà, désolée. C'est bien de me faire un petit check micro comme ça, j'ai compris maintenant. Je vais essayer de bouger juste ma main gauche. Et donc ces deux messieurs, avec cette volonté là aussi de faire que les arts décoratifs et les arts plastiques dialoguent, vont créer une école avec un manifeste très fort là aussi. Donc Gropius écrit en 1919: le but final de toute activité plastique est la construction. Architectes, sculpteurs, peintres, nous devons tous revenir au travail artisanal parce qu'il n'y a pas d'art professionnel. Il n'existe aucune différence essentielle entre l'artiste et l'artisan. Voilà, donc c'était un manifeste assez fort avec cette volonté comme ça d'unir tous les arts, effectivement là aussi de déhiérarchiser, mais surtout un petit peu comme dans le mouvement Art and Craft, de considérer que que produire un objet artisanal en le pensant complètement revenait à faire de l'art et vice-versa. Donc c'est ça qui est certain. Alors Bauhaus va voir passer des noms très connus, Joseph Albers, Vassili Kandinsky, Paul Klee, Marcel Breuer, des artistes qui sont vraiment justement dans ces parcours un peu canoniques de ce qu'est la modernité. Vous retrouvez tous ces artistes. C'est un mouvement très utopique aussi qui part avec des envies qui vont aussi se heurter à la réalité avec en plus un contexte politique lourd qui va les faire se déplacer, lourd c'est même un euphémisme, dans différents lieux. Alors moi ce que je voulais vous montrer, c'est l'atelier de tapisserie du Bauhaus, qui est souvent un peu moins connu parce que sont souvent un peu moins connus, même si aujourd'hui il y a beaucoup de thèses sur le sujet et d'études, et c'est passionnant, sur les femmes du Bauhaus, qui était très présente puisque c'est une école au départ. Quand Gropius l'a créée, il dit que justement un des principes de l'école sera que hommes et femmes seront à égalité dans l'école, qu'il acceptera autant d'élèves femmes que d'élèves hommes, ce qui va être vrai et faux parce que dans les faits ce sera un peu plus compliqué que ça, il y aura quand même une hiérarchie assez forte, voilà.
et toutes n'accéderont pas à des postes qui les auraient intéressés dans ce Bauhaus. Mais l'atelier de tapisserie du Bauhaus deviendra un lieu très important et le premier atelier du Bauhaus dont la maître d'atelier sera une femme. Je vais vous en parler, avec justement une pensée, une réflexion sur le fait que le textile est un art à part entière, assez passionnante, et avec des productions surtout magnifiques. Et bon, je trouve que cette photo, elle est assez charmante et assez vivante. Et elle capture quelque chose de cette atmosphère de cet atelier qui était très féminin et sur lesquels ont écrit beaucoup de ces artistes comme étant un lieu vraiment aussi d'émancipation et un lieu où elles ont pu vraiment aussi avoir justement développé une pratique artistique alors qu'elles n'auraient pas forcément pu le faire avec des médiums finalement ou des destins qui auraient plus été celles qu'elles auraient dû suivre, etc. Donc c'est assez intéressant toute cette littérature aussi autour de cet atelier. Qu'est-ce que j'aurais vous dire encore sur le Bauhaus? Non, voilà. Si, une chose, avant justement de rentrer un peu dans le détail dans certaines de ces pratiques des femmes du Bauhaus, vous dire qu'en même temps, là, je suis dans une histoire que je situe dans un contexte assez occidental, qui est aussi celui de l'histoire de l'art qu'on m'a enseigné en partie. Mais un peu plus tard, vous allez avoir des mouvements qui se posent exactement les mêmes questions dans d'autres géographies. Hein. C'est pas parce qu'on les mentionne pas que ça n'existe pas. Il y aura l'école de Khartoum au Soudan, il y aura l'école de Casablanca, il y aura l'école d'Ibadan au Nigeria. Voilà, cette utopie du décloisonnement entre art décoratif, art plastique qui va donner lieu à des productions textiles passionnantes, c'est quelque chose qui existe dans d'autres géographies. Et on pourra en reparler aussi si ça vous intéresse. Je voulais vous parler de Annie Albers, donc l'une des étudiantes de Bauhaus. Son mari, Joseph, qui au départ est son enseignant, est très très connu, mais Annie est passionnante comme artiste. Il y avait cette belle expo aussi au Musée d'Art Moderne sur leurs deux pratiques, le dialogue entre leurs deux pratiques. Alors, sachant qu'ils travaillent l'un l'autre au Bauhaus, c'était vraiment intéressant en effet de voir ces dialogues. Mais je voulais vous parler un petit peu plus en détail de Annie Albers, qu'on connaît souvent un petit peu moins que Joseph. Donc elle naît en 1899 et elle est décédée en 1994. Alors c'est une jeune fille bourgeoise qui naît dans un milieu plutôt favorisé et elle est formée justement à la peinture dans son contexte familial, donc plutôt à une peinture... une formation beaux-arts justement plutôt classique, enfin en tout cas traditionnelle. Elle va rentrer au Bauhaus parce que justement elle arrive avec cette formation d'artiste. Et finalement, ce qui est vraiment intéressant dans son parcours, c'est que c'est dans cet atelier de textile qu'elle va complètement s'épanouir et ouvrir sa pratique, trouver sa singularité. Alors il faut savoir qu'au départ, elle est refusée une première fois dans l'école. Elle sera prise une deuxième fois. C'était pas si facile effectivement pour les femmes. Elle voulait aller en architecture, ça ne marche pas. Et donc elle se retrouve dans cet atelier textile, mais finalement c'est aussi depuis l'atelier textile qu'elle va complètement affirmer son style et notamment faire ce textile avec du relief. Comme l'exemple que je vous ai mis, qui est sur les métiers sur lesquels elle travaille, qui est une technique assez particulière. Alors dire aussi que dans toute cette histoire de l'art textile, je l'ai dit aussi au tout début, vous avez comme ça beaucoup d'inventions formelles qui se fait au fur et à mesure. En même temps que vous retrouvez des enjeux là, de la modernité, de rythme, de couleur, de format, vous avez ces questions là sur des métiers à tisser, donc au Bauhaus, qui sont en plus des métiers à tisser traditionnels, parce qu'il y a vraiment l'idée de maîtriser un craft, un artisanat de A à Z, mais elle va vraiment innover dans ce sens-là. Et elle était assez marrante sur ce qu'elle en dit, parce que justement au départ, elle dit qu'elle a plutôt une image de la broderie par rapport à son milieu bourgeois, qui est justement un art de bonne femme, mais que finalement, comme elle y revient par la théorie du Bauhaus, etc., elle va complètement l'investir différemment. Et elle, ça devient quelque chose d'assez génial, tout son parcours autour du textile. Elle est assez influencée justement par William Morris, dont je viens de vous parler, qu'elle regarde. Donc tout ça, c'est aussi une généalogie dans cette histoire de l'art. Et surtout, elle aura comme enseignante la femme dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la première maître d'atelier femme du Bauhaus, qui est Gunther Stoß, dont je vais vous parler aussi.
Oui, alors j'avais noté les techniques spécifiques qu'elle développe. Bon, c'est des noms, je sais pas. Donc, c'est la question de l'entrelac, de faire des nœuds en fait dans le tissage, et comment avoir des motifs abstraits, géométriques, inspirés du constructivisme russe, et cette question du relief dont je viens de vous parler. Voilà, ça va être tous ces champs de travail et d'invention dans la question du tissage. Alors, un petit mot sur Gunther Stotz, donc qui est sa professeure, qui va vraiment l'aider aussi, être une mentor pour elle dans ce parcours. Donc c'est quelqu'un qui, quand elle accède à ce poste de maître, je pense que c'est quelque chose de très fort. Il y a dans les archives du Bauhaus sa carte d'entrée. Les gens avaient une carte, comme on a une carte d'étudiant, voilà, et au moment où elle devient maître atelier, elle raye assez rageusement le étudiant, et elle remplace par Mestre. Donc voilà, Maître, je pense que c'était un moment assez significatif. Vous pouvez voir sur Internet la photographie, c'est assez fort. Et bon, là aussi, c'est une artiste qui va vraiment travailler le médium textile absolument comme une toile, intégrer des motifs géométriques, des couleurs audacieuses, et là aussi vraiment s'intéresser à la technologie du textile, inventer des nouvelles technologies sur ces métiers-là que vous voyez. Encore une fois, j'essaie aussi de mettre des images qu'on se rende compte de ce que c'est dans la question du textile. Voilà, il y a aussi donc parfois vraiment toute cette question de aussi être en lien avec une matière, un artisanat. C'est plutôt le cas des œuvres que je vous ai montrées, mais vous allez voir, parfois c'est aussi maîtrisé au contraire aujourd'hui des imprimantes, des choses très technologiques. Donc il y a quand même tout ça dans un paysage contemporain, mais là on n'est pas dans cet état d'esprit. Je vous montre une autre œuvre d'elle que je trouve vraiment assez saisissante. Où on voit bien, voilà, comment elle vient traiter le textile aussi comme une toile moderniste, avec en même temps ses effets de relief, ses effets de matière complètement fou, et ces effets de couleur, tout ça est tissé à la main. On a en bas le reste de trame, voilà, sur les machines Bauhaus. C'est des œuvres assez incroyable, et qui vraiment donne aussi un petit peu un contre-champ de cette modernité, parfois voilà, très masculine aussi, très bon. Il y a aussi vraiment un dialogue là qui est intéressant. Alors bien sûr, surtout dans un contexte parisien et pompidolien, je remonte cette histoire en vous parlant de Sonia Delaunay, qui est voilà aussi un des grands fonds du Centre Pompidou, puisque les époux, voilà, Sonia Delaunay a fait don énormément d'œuvres de son mari, mais aussi ensuite des siennes au Centre Pompidou. Donc on a le fonds de référence sur Sonia Delaunay. Ça, c'était une exposition dans un musée que vous connaissez peut-être pas, et donc j'en profite pour vous le faire connaître, qui est un musée que j'aime beaucoup. Et là, ce que vous voyez, c'est une exposition sur ce qu'elle appelait ses tissus simultanés. En fait, ce que vous voyez, c'est du bois, c'est un patron de linogravure pour venir faire tampon sur le tissu. Voilà. Et donc, ce qu'elle appelait les simultanés, Sonia Delaunay, c'est... mais peut-être je vais déjà vous dire un mot sur qui était Sonia Delaunay pour ceux et celles qui la connaissent un peu moins ou pas. C'est une idée hyper contemporaine, qui était qu'elle faisait en même temps une peinture, quelque chose de reproductible sur un tissu, un costume, et même en fait l'animation de ce costume, presque une performance qu'elle a avec ce costume à partir d'un même travail sur le motif. Et elle a eu en fait des boutiques, des magasins, elle a travaillé avec le théâtre, avec l'opéra, elle a fait des costumes pour le carnaval, enfin voilà, tout ça dans une espèce de geste continu, et c'est ça qu'elle appelle le simultané. Et pour elle, ça part en fait, je crois, de quelque chose de l'ordre d'une synesthésie qu'elle avait, je pense, personnellement, et qu'elle décide vraiment d'appliquer à toute sa matérialité. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans beaucoup de parcours d'artistes qui vont aussi être comme ça, entre des médiums, ou avec des médiums dits atypiques, parce que eux-mêmes ont des expériences synesthésiques, donc voilà, de perception, c'est-à-dire par exemple de la couleur avec un son, ou voilà, ce type d'expérience-là que en fait, pas mal d'humains ont, hein, mais qui sont pas toujours très valorisés dans les contextes éducatifs, etc., et que les artistes peut-être exploitent parfois plus dans leur cheminement. Donc je vous montre un exemple comme ça d'un carton. Elle en a fait des milliers, de ce type d'œuvres qui sont tous aussi des textiles. Ou encore un autre exemple où vous voyez un petit peu que comment ça dialogue entre peinture, vêtements, textile porté, comme tout ça fait continuité. Alors Sonia Delaunay,
C'est une artiste ukrainienne, mais qui va arriver, qui va avoir un parcours. Ensuite, elle passera par la Russie, puis elle arrivera à Paris. Elle est très connue aussi dans la relation à son mari, puisqu'ils vont faire beaucoup d'œuvres, de décors ensemble. Donc Robert Delaunay. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a pensé cette question de la synthèse, aussi de la déhiérarchie des médiums, de ce que peut-être effectivement cette question des femmes et du textile pouvait venir nourrir de la modernité. Enfin voilà, beaucoup de ces questions. Elle est évidemment passionnante et on a au musée un large échantillon de son travail et on est en train de faire rentrer justement tous ces textiles. C'était un petit peu ce qui manquait, donc ce genre de choses, tous ces cartons textiles et tous les échantillons textiles, ce qu'aujourd'hui les héritiers en fait des métiers à tisser qui ont fait ces dessins souhaitent que ça rentre aussi au Centre Pompidou. Voilà, donc c'est des choses qui vont arriver. Oui. Les œuvres qui étaient à Pompidou, elles sont dans les différents stockages du musée, dont je ne vais pas vous donner l'adresse. Mais elles sont à différents endroits dans Paris et dans le Grand Paris. Et tout va bien, on va les voir de temps en temps, ça va. Et elles circulent en partie. Alors donc là, dans différentes expositions à Paris, en région et puis dans le monde. C'est vrai que les œuvres de Sonia Delaunay, un peu comme les œuvres de... Voilà, ça fait partie des œuvres qui sont un peu des hits du centre. Donc c'est vrai qu'elles circulent pas mal et elles sont pas mal prêtées à l'étranger aussi. Voilà, mais rassurez-vous, quand on ouvrira, on mettra les plus beaux Sonia Delaunay sur nos cimaises. Et surtout, j'espère qu'on aura fait rentrer toute son activité textile et que donc on pourra vraiment aussi construire des salles avec justement toutes ces questions et toute l'ampleur de sa pratique. Voilà. Elle était elle aussi assez théoricienne manifeste de ces questions. À un moment, elle proclame qu'on est arrivé dans l'ère du Modern Age et que ce Modern Age, c'est justement le retour à l'artisanat. Et l'idée que les médiums traditionnels dans les arts sont finalement plus du tout les plus intéressants, qu'ils ont une forme d'obsolescence, etc. Donc elle a aussi été quelqu'un qui a aussi écrit, parlé de cette question de l'art textile de façon assez intéressante. Alors, il faut que j'avance dans le temps. Donc, oui, voilà. Donc, si vous voulez, avec tout ce que je vous ai montré et cette petite incursion historique, vous voyez qu'on arrive dans un moment où les questions sont effectivement celles à la fois de la hiérarchie des médiums, celles du domestique et de l'artistique, celles d'un choix, voilà, j'ai dit comme ça, qui peut être plus esthétique que conceptuel. Enfin, il y a plein d'enjeux brassés par l'art textile qui va devenir en fait un médium à part entière de la modernité. Alors là, je vous ai mis tout simplement des noms d'artistes, vous en connaissez sûrement beaucoup, qui se sont illustrés dans ces grands mouvements qu'on connaît bien de la modernité et qui ont tous et toutes ont un bon pourcentage dans leur corpus d'œuvres qui sont des œuvres textiles. Ce qu'on n'imagine peut-être pas à la première lecture quand on pense à Calder, ou la Calder qui a fait énormément de tapisserie, par exemple. Voilà. Donc c'était pour vous faire un petit récap sans que je puisse vous montrer tout ça. Ou Max Ernst, qu'on connaît bien dans le champ du surréalisme, qui a fait aussi, pareil, beaucoup d'œuvres textiles. Donc c'est dire aussi que cette question aujourd'hui, un petit peu de la mise en avant de l'art textile, c'est pas une nouveauté, c'est plutôt quelque chose qui est dans une forme de continuité, qui a été un médium utilisé par beaucoup d'artistes. Simplement, c'est pas forcément ces œuvres-là qui sont les plus connues, voilà. Et je vous ai mis un exemple parce que je trouve ça magnifique d'une œuvre de Sophie Tabarin. Donc là, mouvement Dada. Enfin, Dada justement, mouvement qui ne s'appelle pas mouvement, qui veut déconstruire l'idée de mouvement, etc. Mais voilà, avec cette tapisserie Dada de Sophie Tabarin, qui est dans les collections du centre aussi. Alors. Je voulais qu'on avance sur des choses plus contemporaines, qui sont aussi la période dont je m'occupe davantage au musée. Voilà, vous dire, mais ce que j'ai déjà semé des petites graines de cette idée, que effectivement, et c'est d'ailleurs ce que les mouvements, même Art and Craft ou Bauhaus, se posent aussi comme question, dire encore une fois que de toute manière, dans d'autres contextes, cette question ne se pose pas de cette manière-là. L'art textile a toujours été là, il a peut-être d'autres d'ailleurs valeurs, etc. Et je voulais, pour faire cette transition, vous montrer une œuvre de Di Rosa, qui est donc un artiste né en 59, qui est toujours vivant. Un artiste qui vit à Sète, dans le sud de la France, et qui est un bon exemple parce que c'est une œuvre que Di Rosa fait alors qu'il fait une série
qui s'appelle Autour du monde et qui, comme son nom l'indique, est une série où il se déplace dans différentes géographies. Là, c'est un moment où il est au Bénin et il fait des œuvres dans le médium qui est pour lui le plus justement vernaculaire de ces géographies. Par exemple, il va en Bulgarie, il va faire une œuvre sur bois, type retable, enfin il va, voilà. Mais ensuite, sinon, le contenu de l'œuvre, c'est ces sujets, donc qui sont plutôt des sujets politiques, des questions de classe, voilà. Mais il va le faire dans le médium. Donc là, il va au Bénin, et au Bénin, il y a cette technique de l'appliquer, sont des tissus brodés, cousus, enfin, voilà, des strates dessus, qui est très ancienne, qui a servi même déjà dans les palais royaux du Dahomey à représenter des scènes historiques et qui est encore pratiquée aujourd'hui au Bénin. Et donc, il fait son œuvre dans cette technique. Donc, je trouvais que c'était une bonne œuvre pour nous projeter un peu dans ces enjeux contemporains du textile et dans cette question, effectivement, aussi de dialogue, disons, transculturel autour de ces questions. Une autre chose que je voulais vous poser, c'est la question, parce qu'on a parlé beaucoup du domestique aussi, de peut-être que c'est justement un art qui se fait avec ce qu'on a dans une forme de proximité. Peut-être que l'art textile part aussi de là. Alors, ce qui est vrai et faux, dans la mesure où, encore une fois, la grande tapisserie moyenâgeuse historique, c'est des ateliers immenses et voilà, c'est pas du tout. Mais tout un pan de l'art textile, c'est effectivement l'art du faire avec ce qu'on a dans une boîte à couture. Voilà, c'est effectivement, certes, une tendance de l'art textile. Et donc, je voulais vous ouvrir la question, parce que je pense que c'est une question aujourd'hui qu'il faut ouvrir et plus jamais poser comme une assertion, mais de ce qu'on appelle l'art brut, ou l'art informel, ou le outsider art, selon différentes définitions et différentes langues, mais qui serait voilà, l'art des marginaux. Que ce soit parce qu'ils sont ce qu'on appelle les fous, que ce soit parce que ce sont des personnes qui sont atteintes d'entraves physiques, de maladies qui font que leur pratique artistique se fait à travers cet empêchement physique, que ce soit, voilà. Et dans cet art-là, qui aujourd'hui est catégorisé, qui a un marché, qui rentre dans les collections avec cette appellation, cette étiquette à une échelle mondiale, là aussi, vous avez énormément d'art textile. Et peut-être en effet parce que c'est une pratique qu'on peut faire dans une échelle, dans un rapport à son corps qui a quelque chose de domestique, parce que si c'est une pratique qui a quelque chose d'apaisant dans son faire, et aussi parce que c'est une pratique qui effectivement revient à quelque chose peut-être de pulsionnel, d'ancestral ou de toujours. À voir, c'est des questions ouvertes. Alors, je vous ai donné un exemple qui nous amène encore dans une autre géographie, puisque j'essaye aussi d'ouvrir avec Yumiko Kawai, qui est une artiste qu'on a aussi dans les collections, et qui est quelqu'un, ce qui est intéressant, regardez les dates, c'est qu'elle met 5 ans à faire cette œuvre, et qui est en fait un travail vraiment, quelque chose qu'on trouve aussi dans le soufisme, ou qui est une méditation circulaire, où elle va broder, rebroder, rebroder sur le même cercle, la même chose, la même circularité. Donc là, le jet de broderie devient en fait une transe. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans différents champs culturels. Donc cet art textile, il a effectivement la capacité à amener comme ça des gestualités qu'on ne va pas forcément retrouver, qui ne sont pas forcément possibles dans la peinture, voilà, dans d'autres champs, dans la vidéo, dans le film, bien sûr. Voilà, il y a aussi ces questions-là. Alors, je vous parle aussi d'une artiste assez fameuse qui a fait aussi la transition, puisque c'est quelqu'un, donc Sheila Hicks, que vous avez vu dans l'exposition de 69 au MoMA tout à l'heure, qui a eu une exposition donc, au Centre Pompidou. Voilà, j'ai mis les dates récemment. Je vous montre, et vous avez le catalogue là-bas. Je vous montre des vues de l'exposition. Alors, Sheila Hicks, qui est une artiste justement assez intéressante, puisque c'est pas du tout une artiste brute, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié ce qui pouvait se passer dans l'art brut, et surtout qui a beaucoup étudié avec notamment des collègues, des amis anthropologues, ethnologues, ce que pouvaient être des manifestations d'art textile justement dans d'autres cultures. Donc voilà, je vous montre des vues de l'exposition au Centre Pompidou, ça qui était assez comment dire, mémorable, cette œuvre, où là vraiment je disais tout à l'heure que textile c'était aussi parfois de la sculpture, c'était pas voilà, juste quelque chose sur un mur, enfin ce qu'on s'imagine quand on dit art textile, ça peut être beaucoup de choses. Et je finis avec ça, qui est une exposition qu'elle a faite récemment, justement avec Monique Lévi-Strauss, qui est une historienne, qui est une anthropologue, qui est son amie, et qui est vraiment une exposition qui racontait comment justement le travail contemporain de Sheila Hicks, artiste contemporaine, consciente de sa pratique, etc., a une pratique aussi nourrie de son regard, de sa curiosité pour justement tout un tas de pratiques vernaculaires, extra-occidentales. Et c'était une exposition qui mettait en dialogue comme ça des œuvres de sa collection ou des œuvres que Monique Lévi-Strauss avait étudiées avec des œuvres de Sheila Hicks. Donc ça nous fait aussi une bonne
une bonne transition. Et je termine en vous montrant plusieurs œuvres de la collection du Centre, notamment, qui me semblent assez symptomatiques de ça. Et puis j'espère surtout vous faire découvrir des artistes, donc notamment Essie, qui est une de mes artistes préférées au monde, qui est née à Jamaïque, qui est une artiste incroyable et qui va faire toute sa vie des œuvres à l'échelle de sa cuisine. C'est un choix. Et quand je dis à l'échelle de sa cuisine, son mari est artiste, peintre, voilà, qui est un artiste intéressant aussi. Et Essie va faire ce qu'elle appelle du survival art, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut faire avec les moyens de la survie et alors qu'elle élève ses enfants. Et quelque chose qu'elle peut faire dans une échelle, dans une économie, dans un déplacement, dans son espace domestique, qui fait que ses enfants sont à proximité, qu'elle cuisine en même temps, que voilà. Donc elle va faire effectivement ses œuvres sur des torchons, c'est des œuvres hyper délicates, magnifiques, qui rendent très très bien compte de cette envie, on le ressent les voyants, c'est vraiment des œuvres qu'il faut voir et qui sont très intéressantes voilà, dans cette approche aussi de pourquoi le textile. Un autre artiste que j'aime beaucoup, que j'espère aussi vous faire découvrir peut-être, José Léo Nilsson, artiste brésilien qui lui vient d'une famille de tailleurs. Donc il y a du textile chez lui depuis qu'il est enfant, mais il va passer par beaucoup de médiums, il va faire beaucoup de choses, il va faire de la vidéo, de la performance, il va mourir du sida jeune et dans ses dernières années de vie, quand il est malade, il n'arrive plus à peindre parce que les solvants l'attaquent, il n'arrive plus à faire grand-chose et il va se mettre à la broderie. Le textile avait toujours été là un peu dans son travail, notamment dans cet attachement à son histoire familiale, mais vraiment, voilà, la fin de sa vie, ce sont que des œuvres sur textile brodées qui sont absolument, absolument sublimes, qu'il fait dans son lit. Et j'en montrerai dans une exposition qui ouvrira au Panthéon, puisque en ce moment, on n'est plus dans l'émulation de Pompidou, donc on est dans des endroits divers et variés. À partir du 23 septembre, je montrerai 2 broderies. Donc, si vous passez par le Panthéon, allez voir, c'est vraiment très beau. Qui font partie de la collection du Centre. Et je suis venue aussi avec une citation qui revient un peu à ces questions dont on a parlé, hein, aussi des liens avec le luxe, l'artisanat, d'un collègue que j'aime beaucoup, Morad, qui travaille aussi beaucoup sur ces questions entre art et artisanat, justement dans des géographies assez variées, enfin en tout cas avec une ouverture à des questions transnationales vraiment passionnantes. Je vous la lis. Réincarner des gestes d'artisans constitue également une matière de lutter contre leur disparition, ou parce que ces gestes sont récupérés par une industrie du design. Chez tous ces artistes imprégnés par le champ des savoirs vernaculaires ou non officiels, des savoirs souvent issus des communautés locales avec lesquelles ils ont vécu et évolué, il y a un désamorçage immédiat de la frontière entre art contemporain et art décoratif ou appliqué. Une démarche, à mon sens, enthousiasmante pour son lien avec l'histoire des avant-gardes, école du Bauhaus, école de Casablanca, école de Khartoum, on en parlait tout à l'heure, mais aussi pour son ancrage totalement contemporain, car ce sont des artistes qui encouragent une vision de la création s'organisant moins en genre et discipline qu'en écosystème et réseau de signes complexes. Et donc, je vous montre une série d'œuvres de notre collection qui sont bien dans cette pensée que Morad a dit si clairement, je ne saurais mieux dire. Une œuvre d'Otobong Anga, artiste nigérienne. Alors celle-là, en plus, elle est chère à mon cœur parce que je l'ai produite pour la Biennale d'Irlande en 2016 et le Pompidou l'avait achetée à l'époque. Je ne travaillais pas pour le Centre Pompidou. Donc j'étais très heureuse de la retrouver et en plus aujourd'hui elle circule beaucoup, tout le monde nous l'emprunte. C'était une œuvre qui était assez compliquée à faire technologiquement, c'est de la photographie dans l'imprimerie, mais la photo est tissée. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'Otobong voulait faire et il y a beaucoup de matières que vous ne voyez pas là. Elle a eu aussi une exposition monographique au Musée d'Art Moderne. C'est une artiste qui travaille sur des questions d'extractivisme, hein, depuis son contexte aussi de naissance, depuis voilà, l'histoire du Nigeria, et qui fait ses œuvres qui sont à la fois très oniriques, etc., mais dans lesquelles vraiment il y a des archives, en fait, avec cette matérialité très soignée pour parler de tous ces sujets. C'est des très belles œuvres. Une œuvre de Zora Opoku, aussi rentrée en collection, qui est que j'aime beaucoup aussi parce que c'est une œuvre qu'elle va faire alors qu'elle est malade du cancer et qu'elle fait comme un objet de soin, donc quelque chose de très incarné, curatif, et par contre tout son univers visuel, elle va chercher dans une grande histoire, disons, du panafricanisme, hein, des grandes références partagées peut-être sur le continent africain, notamment ces histoires de l'Égypte, du passage entre le monde des vivants, le monde des morts. Donc c'est quelque chose de très épique en même temps, alors qu'elle parle de son histoire personnelle. Et surtout, elle travaille l'indigo, qu'elle teinte elle-même, qui est vraiment cette teinture végétale aussi, qui est très liée à l'histoire de la Caraïbe et de l'Afrique. Et c'est aussi une œuvre très, très forte pour ça. Caroline Achin, dont je vous parlais tout à l'heure, dont je n'en reparle pas parce que je me dépêche.
Billy Zangewa, une artiste qui vit en Afrique du Sud aujourd'hui, du Malawi. Alors ça, c'est de la soie et c'est un patchwork. Donc voilà, chaque petit morceau est vraiment cool. C'est des œuvres qu'elle met très longtemps à faire. C'est très très beau et c'est quelqu'un qui a aussi choisi ce médium justement pour sa temporalité, pour la lenteur que ça lui prend. Enfin, le temps que ça lui prend, pour la lenteur et pour aussi là un peu effectivement désamorcer quelque chose de l'ordre de l'espace domestique et du droit à un espace de repos, de répit. C'est une femme noire déjà qui a commencé en plus dans le monde de la mode, etc. Qui en est sortie en fait par cette voie aussi et qui a proposé ça. Et c'est vraiment des œuvres dans lesquelles on sent beaucoup cette question du temps. Et qui sont très belles. Une œuvre d'Hassan Moussa, artiste soudanais, avec là de la peinture sur textile, là qui revisite le personnage de Joséphine Baker sur cette tapisserie textile. Sarah Ouadou, une artiste née en France, d'ascendance marocaine, qui fait un travail absolument passionnant avec des artisans et des artisanes qui sont vraiment de l'ordre de l'échange de savoir, de qu'est-ce que la créativité d'un artiste peut développer dans la créativité d'un artisan et vice-versa, pour inventer aussi des nouvelles matérialités. Là, c'est de la tapisserie sur caoutchouc. Elle récupère des pneus et elle en fait une nouvelle matière qu'elle brode. C'est absolument incroyable comme matière. Et c'est quelqu'un de vraiment très très intéressant sur justement ces questions entre artisanat, design, voilà. Hassan Moussa, je vous montre que des œuvres qu'on a en collection, hein, tant que j'étais là. Ça veut dire que vous pourrez les voir, surtout. Voilà, ça veut dire que c'est des œuvres de nos collections publiques qui sont à nous tous et toutes. Une œuvre d'Hassan Moussa, pas d'Hassan Moussa, d'Ella Natsui, ça, et surtout, alors ça, c'était ce que je vous disais au tout début, que cette question textile aujourd'hui, elle dépasse parfois la question du pur médium textile qu'on s'imagine. Je vous montre en quoi c'est fait, puisque vous voyez peut-être pas, c'est les petites choses sur nos bouteilles. Quand on ouvre une bouteille, là, il y a la partie en métal, sur le goulot de la bouteille. Donc, c'est fait avec ça. C'est une œuvre faite avec que du matériau de récupération. Mais il en fait des immenses œuvres textiles. Avec vraiment ces questions de récupération, encore une fois, dans le contexte africain, elles ont pu être très clichés, mais c'est des questions importantes et qui sont vraiment plutôt justement des questions à relier à un vécu de l'extractivisme, de la prédation, de la pression sur les ressources humaines et matérielles qui conduit aussi à avoir envie d'opérer avec certains médiums et qui sont vraiment fortes et importantes aussi. Même chose chez Ibrahim Mahama, qui lui, pareil, travaille un peu avec des rebuts de tout ce qui arrive dans sa géographie au Ghana, et qui a en plus tout un discours passionnant, qui a créé un lieu au Ghana, donc là la question textile, elle prend encore une autre dimension. Ça devient aussi en fait tout un collectif qui repense les échanges de matériaux, la matérialité, comment aujourd'hui les déchets, la production circulent entre Occident, Afrique et Mofat, Tagadiwa, qui est dans la même veine. Là, pareil, je ne vous ai pas montré de détails, mais c'est fait avec uniquement des déchets sur l'une des plus grandes décharges du monde au Zimbabwe. Et lui a créé toute une économie parallèle. En fait, il est en train de faire revivre tout un quartier Zimbabwe en faisant ses productions qu'il vend. C'est assez incroyable. Je vous montre juste plein d'œuvres que j'adore et que je trouve passionnantes aujourd'hui. Abdoulaye Konaté, qui est un artiste malien, qui est enseignant aux Beaux-Arts au Mali, qui lui vient d'une famille de tailleurs. Donc cette question aussi du genre textile, dans beaucoup de pays africains, le textile c'est une activité masculine, la couture aussi, et qui est quelqu'un qui a complètement transcendé sa pratique de tailleur, qui aujourd'hui a créé un grand atelier où pareil il fait travailler des centaines de jeunes à faire ses œuvres qui se vendent dans le monde entier, qui sont tous des jeunes qui ont de l'or dans les doigts avec ces textiles. Raphaël Barontini, qui lui, alors vraiment sur ces questions aussi de hiérarchiser, est carrément passé au costume depuis quelques années, en explosant complètement les choses, faisant des drapeaux, des œuvres qui sont comme des grandes fresques et grandes bannières, qui brode, qui teinte lui-même, qui crée et qui intéresse beaucoup le luxe. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de discussions sur justement qu'est-ce que c'est qu'être avalé par le luxe aujourd'hui. Et je termine avec Marie-Claire Messouma Manlambien, qui est une artiste qui elle est vraiment dans la question du textile comme pratique curative, et là aussi sur les questions de temporalité autour du textile, et qui a créé ses propres métiers à tisser. Elle a plusieurs métiers à tisser qu'elle a inventés, donc son atelier est fou, et elle fait toutes ses tapisseries elle-même à la main, donc là vraiment très Bauhaus avec des métiers à tisser qu'elle a inventés. Et je vous montre une dernière œuvre d'elle, qui sont des grandes tapisseries qui sont magnifiques. Et puis, je fais un petit peu de pub pour mes collègues du design qui ouvrent, si vous passez par Toulon cet été, une exposition sur
le textile dans le champ du design, qui est encore un autre sujet qu'on aurait pu ouvrir. Et justement, dans ce décloisonnement des médiums, c'est assez intéressant de poser la question aussi dans le contexte du design. Voilà, j'ai un peu accéléré pour qu'on reste dans le timing pour tous les gens qui travaillent. Merci à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est en plus en petit comité, donc. Je voulais, si vous pouvez parler un petit peu de l'école de Khartoum et de l'école de Casablanca, que je connais absolument pas, ça m'intéresserait. Alors, on peut revenir à ça. Oui, ça me fera plaisir. J'ai mis mes petites notes. Alors, en fait, l'école de Khartoum, alors géographiquement, c'est au Soudan et c'est les années 60-75. Casablanca, comme son nom l'indique, c'est à Casablanca, au Maroc, dans les années 70. Et j'ai aussi parlé tout à l'heure d'Ibadan, qui est une école créée par quelqu'un qui s'appelle Demas Nwoko. Nwoko, ça s'écrit Nwoko. Au Nigeria. Pareil dans les années 70. Et en fait, ces trois... Alors, pour l'école de Khartoum, de l'école de Casablanca, c'est un petit peu le fruit, l'héritage de quelque chose qu'on va voir dans beaucoup de géographie dite du Sud global, qui ont connu des contextes de colonisation avec des écoles des beaux-arts qui ont été implantées avec des professeurs occidentaux. Donc, vous avez, si vous voulez, une formation qui, comme ça, vient catapulter de la modernité blanche dans ces contextes et tout le monde se met à produire des œuvres selon ces codes-là. Et en fait, dans les années 70, c'est un petit peu... Enfin, en fait, dans tout le moment post-indépendance ou très proche des indépendances ou même dans le processus des indépendances, vous avez dans toutes ces géographies des mouvements de retour sur ce qui vient de se passer dans ces écoles d'art et ces écoles des beaux-arts et sur l'envie de penser et surtout d'écrire. En fait, souvent, ça se traduit par des manifestes sur ce que serait une modernité qui est certes en fait nourrie de ce bagage occidental qui n'est pas rejeté, mais qui veut trouver son identité propre. Et souvent, ça va être des choses très conceptuelles, très sophistiquées conceptuellement, parce que c'est aussi des enseignants ou des artistes qui se sont retrouvés dans des relations de mépris avec leurs enseignants. Donc, il y a l'envie de produire comme ça du savoir, des gros manifestes, des bouquins, etc. sur le sujet, et de trouver, et ça souvent par contre c'est assez intuitif et c'est vraiment des mouvements passionnants et très beaux, des approches plastiques qui viendraient comme ça réinjecter du vernaculaire ou du ce qui aurait été là avant, pour le dire assez simplement, avec cette strate de modernité par laquelle bien sûr ils ont été traversés. C'est cette idée que voilà, c'est de toute façon... Donc ça donne... Alors l'école de Casablanca, vous pouvez y regarder en tapant sur internet, c'est des choses qui évoquent un petit peu soit de la modernité géométrique, des choses de l'abstraction comme ça un peu conceptuelle, parfois avec des formes plus douces, mais il va y avoir par exemple tout un travail sur la couleur et aussi sur les matériaux, parfois c'est aussi des gestes par exemple de réfléchir à produire avec des pigments ou intégrer du sable ou des couleurs qui ont un ancrage local, et aussi réfléchir très profondément à la manière dont on entre par exemple dans l'abstraction. Peut-être qu'elle ne vient pas du même endroit. Et ça, c'est vraiment passionnant. C'est-à-dire que c'est peut-être qu'on entre dans l'abstraction par une spiritualité ou par d'autres enjeux, même si la forme peut être assez proche visuellement de ce qui s'est passé dans une histoire de la modernité occidentale. Donc c'est un peu ce qui se passe dans ces écoles. Ibadan, pour Khartoum et Casablanca. Khartoum, c'est un vrai mouvement qui se crée. Casablanca, c'est en fait une école d'art où il va y avoir ce mouvement qui va prendre le nom de l'école parce que ça se passe avec des enseignants de cette école. Ibadan, c'est... donc Demas Nwoko, c'est quelqu'un qui... va venir étudier en Europe, comme beaucoup de ces artistes justement post-indépendance qui viennent faire leur formation vers l'Angleterre, vers l'Europe,
dans le pays qui les a colonisés, et qui va se former, qui va être content de sa formation, mais qui se sent démuni justement coupé d'un ancrage culturel. Et donc lui est vraiment très marqué par justement cette question des utopies, de créer un peu une école où on enseignerait absolument tous les arts, tous les médiums. Et donc il va pas aller dans la capitale Lagos, il va décider d'aller plutôt justement en contexte rural à Ibadan. Et il est architecte de formation. Et il a aussi beaucoup fait de théâtre, et donc il crée un lieu, et là, pour lui sa réflexion justement elle se pose d'abord dans l'architecture, où il décide que son matériau sera complètement vernaculaire, même si esthétiquement les codes seront ceux de la modernité. Et donc il va inventer notamment un module de briques qui est fait avec de la terre locale, etc. Et il va créer tout un complexe de bâtiments. Donc il y aura un théâtre, il y aura une imprimerie, il y aura des ateliers d'artistes pour des résidences. Il va créer une revue, enfin voilà, tout un tas de choses. Et il a eu le Lion d'Or à la Biennale d'architecture de Venise il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui c'est aussi une architecture qui est en fait du futur, dans le sens où elle est hyper écolo, et elle a des codes de notre modernité, de notre contemporanéité, mais les matériaux sont incroyables, hyper pérennes. Donc voilà, par exemple, c'était quelqu'un... Donc c'est vrai que toutes ces écoles, elles sont assez intéressantes. Et voilà. Et c'est beaucoup de gens qui se sont vraiment posé cette question de l'artisanat, puisque justement ça venait peut-être un peu remettre en question cette définition, cette hiérarchie de l'art qu'on leur avait enseigné. Donc l'artisanat venait à cet endroit-là créer un peu d'air, enfin faire un peu de vie. C'est pas en lien avec le textile, mais c'est dans le prolongement de votre intervention maintenant. Il y a une très belle exposition à Lima Tourcoing, oui, autour d'un artiste qui s'appelle Ahmed Abdallah. Oui. Et pareil, une très belle curation. Ouais. Donc si certains ou certaines ont l'occasion d'aller dans le Nord pour aller voir la piscine et Lima Tourcoing, c'est jusqu'au 12 juillet et c'est vraiment très intéressant comme approche artistique. Merci pour cette recommandation. Alors, merci pour la présentation. J'ai une question sur peut-être qu'il y en a dans la collection ou pas forcément, mais des œuvres qui intègrent du numérique, du e-textile. Alors justement, dans la collection design, aujourd'hui, il y a énormément de choses dont je sais qu'il y a des gros liens avec le numérique. L'œuvre d'Otobong, donc, que je vous ai montré, Otobong Nkanga, elle a été faite, elle a été designée par ordinateur avec justement donc, une technique qui était assez... en tout cas expérimentale dans ce qu'elle a voulu faire, d'avoir la trame de la photographie dans son impression. Raphaël Baronti, dont je vous ai parlé aussi, utilise aussi beaucoup l'outil numérique à différents endroits du processus. Et puis, quelqu'un d'autre... j'oublie... Ah oui, l'exposition dont je vous ai parlé au tout début, qui s'était tenue à Lausanne. Là, je sais aussi que quand j'ai fait la visite, on m'a dit que pour certains des artistes, je pense l'artiste qui s'appelle Grayson Perry, l'impression même de sa tapisserie avait été faite sur des nouvelles sorte d'imprimante 3D à tapisserie. Je ne connais pas exactement le nom de l'appareil, mais des choses très technologiques. Donc effectivement, cette question aujourd'hui même de comment sont tissés, comment on arrive à produire du textile en intégrant du fichier numérique, et comment l'outil même qui produit le textile est un outil numérique. Je pense que c'est une question qui travaille pas mal d'artistes, et voilà, on en a quelques occurrences. Après, au Centre Pompidou, on a un service qui s'appelle les Nouveaux Médias, qui est vraiment le service spécialisé sur toutes les questions comme ça qui apparaissent de l'ordre de la nouvelle technologie. Donc, ils sont un peu au chevet comme ça de l'obsolescence technologique, des inventions. Donc, ils achètent des œuvres qui soit gardent traces comme ça, par exemple tout ce qui a été l'art fait avec des photocopieuses ou les Minitel, voilà, tout ce qui disparaît pour en garder des traces. Et aujourd'hui, ils sont aussi sur des nouveaux sujets. Donc, ça peut être plutôt eux aussi qui font rentrer des œuvres qui portent ces questions-là, que je connais moi moins, parce qu'ils ont vraiment une spécialité sur ces questions art numérique qui traversent tous les médiums, dont je sais qu'elles traversent tous les médiums. Donc c'est une bonne question. Il faudrait que je fasse même une recherche pour voir si justement dans leur collection il y a des œuvres
textile ou classées comme textile. Quand j'ai fait la recherche là, dans notre logiciel sur toutes les œuvres textiles qu'on avait au centre, j'ai pas trouvé d'œuvres spécifiquement qui relevaient de leur service. Mais ils ont aussi des œuvres à protocole qui sont pas encore existantes, mais qui peut-être doivent être... Et ça, je peux pas forcément le voir dans nos classifications d'œuvres. Donc, je me renseignerai. Moi, j'ai une petite question. Merci beaucoup d'abord, c'était passionnant. Et c'était du côté des jeunes artistes aujourd'hui. Oui. Est-ce que dans les écoles d'art ou dans les jeunes artistes qui Ouais. émergent, on sent le développement de cette pratique du textile ou... Oui, alors tous les artistes que je vous ai montrés à partir de là, c'est des gens assez jeunes, hein, voilà, et qui sont sortis de les écoles il y a 10 ans, 5 ans, qui sont des artistes assez jeunes. Et moi, j'ai enseigné en école d'art à Lyon, aux Beaux-Arts de Lyon, à la Villa-Arson et aux Beaux-Arts de Montpellier pendant plusieurs années. Et c'est vrai que j'ai vu aussi revenir la question du textile dans des enjeux aujourd'hui autour de ce qu'on appelle la nouvelle sorcellerie. Et on va dire toutes les pratiques féministes, écoféministes, écologiques, avec des jeunes femmes voilà, qui ont envie aussi de travailler des ancrages régionaux, justement toujours cette question du vernaculaire, des pratiques. Donc ça, il y avait une grosse tendance. Enfin, moi, les années où j'ai enseigné, j'ai vraiment observé ça, avec parfois aussi des fantasmes autour du Moyen-Âge, de la teinture végétale, qui sont à prendre à... Enfin, c'est des sujets, je trouve, il faut vraiment creuser, qui sont intéressants. Et je trouvais que le textile revenait vraiment là, avec justement une certaine idée de ce qu'était le textile qui pouvait être un petit peu limité. Donc voilà, je trouvais que ça peut être intéressant, mais je pense que c'est un paysage. Et puis surtout, c'était justement l'occasion de montrer, parce que certaines pratiques très, très plastiques, comme celle de Magdalena Bakanovic, pouvaient avoir toutes ces questions déjà, mais c'est vrai que sans forcément revenir aussi à des idéalisations de périodes de l'histoire qui ont leur... que personnellement je n'idéalise pas, mais voilà, moi en tout cas c'était plutôt là que je voyais vraiment une grosse présence de l'art dit textile, et après aussi beaucoup peut-être dans un autre champ qui était des pratiques alors là aussi plutôt de jeunes femmes artistes, qui se destinaient à être artistes, qui étaient dans des interrogations plutôt sur leur dynastie familiale, leurs histoires, alors justement souvent avec des parcours, des histoires liées à la colonisation, et qui revenaient aussi par exemple à la broderie ou à la question du textile, parce que ça avait un lien avec des gestualités dans leur ascendance, et qui du coup cherchaient à se réapproprier ces médiums pour raconter les histoires de leur famille. Voilà, c'est un petit peu les deux endroits où j'ai vu une grosse présence du textile. Et sinon, pas spécialement dans d'autres types de pratiques. Mais voilà, je vous parle de ça, c'était il y a quelques années déjà. Et dans les écoles d'art, c'est vrai qu'il y a des tendances comme ça qui sont assez fortes, parce que justement, les gens se cherchent. Et donc, ça change vite aussi. Bon. Merci pour vos questions.